Bonjour et bienvenue au cours de géopolitique et géoéconomie du master exécutif de la Swiss UMF University of Applied Science. Ce cours va se dupliquer en globalité en 6 séquences, dont cette première qui servira un petit peu d'introduction à la matière et qui est fort logiquement intitulée Introduction à la géopolitique et à la géoéconomie. Alors, en guise de présentation, je vais me présenter en tant que tel par un bref résumé. Donc, Hichem Lemmissi, analyste géopolitique, plus spécifiquement intéressé aux questions renvoyant aux problématiques de sécurité énergétique, d'intelligence économique, mais également à la montée en puissance des BRICS et des pays émergents. Je suis également secrétaire au JPRI, donc l'Institut genevois de recherche pour la paix, Geneva International Peace and Research Institute. J'enseigne à la Suisse UMF à travers notamment des cours en bachelor et en master. J'enseigne notamment le cours de géoéconomie et de géopolitique, un cours de politique du Moyen-Orient, ainsi qu'un cours sur l'histoire des relations internationales, ainsi que les politiques publiques. Alors, en matière de carrière, j'ai eu une carrière assez variée qui a été marquée notamment par un passage au sein de cabinets politiques auprès d'anciens députés et ministres français pendant près d'une dizaine d'années. J'ai été également ce qu'on appelle en langue anglo-saxonne, en anglais speechwriter, donc rédacteur de discours pour des politiques. J'ai entamé également, à la suite de mes études, une carrière d'enseignant. J'ai enseigné pendant plusieurs années à l'université la science politique et plus spécifiquement dans le cadre de la science politique, l'étude des régimes à travers l'analyse des régimes politiques, analyse de régimes comparés. Et plus proche de nous, j'interviens également dans un certain nombre de médias internationaux, tant ici en Suisse, en France, que plus globalement à l'international. Et en matière académique, simplement quelques mots pour dire que je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon. J'ai obtenu un DEA, diplôme d'études approfondies en sciences politiques, et différents autres masters, notamment en histoire, plus spécifiquement en histoire contemporaine, en géographie, en relations internationales, diplomatie et relations internationales, pardon, et je suis aussi titulaire d'un diplôme d'analyste en stratégie internationale à l'Institut des relations internationales stratégiques de Paris, et c'était sous la coupe de son directeur, monsieur Pascal Boniface. Voilà quelques mots de présentation générale. Alors, ce premier cours constitue une introduction, comme il a été dit, une introduction absolument essentielle pour comprendre en fait ce que sont ces deux disciplines fondamentales des relations internationales, que sont la géopolitique et la géoéconomie. D'une part, la géopolitique se concentre tout particulièrement à l'analyse des rivalités de pouvoir, et elle s'intéresse également aux questions de contrôle des territoires, mettant en lumière notamment les motivations stratégiques des États et des acteurs non étatiques. La géoéconomique, pour sa part, étudie plutôt les stratégies économiques utilisées par les nations pour asseoir leur influence, que ce soit par le commerce, l'investissement ou le contrôle des ressources stratégiques. L'on y associe également les acteurs non étatiques, et pas seulement les États, bien évidemment. Mais plus encore, ce qu'il faut regarder, c'est que dans le contexte d'un monde qui est marqué par la montée de la multipolarité et l'accélération de la globalisation, et surtout des tensions géopolitiques récentes, il faut comprendre que ces deux disciplines, de la géopolitique et de la géoéconomie, en réalité ne peuvent pas être abordées séparément. Leur interconnexion devient absolument cruciale pour comprendre les mécanismes complexes qui façonnent le paysage mondial actuel, et notre cours propose évidemment d'en explorer les concepts clés, les concepts les plus importants, à travers le retour sur les grandes théories et également des exemples concrets qui mettent en avant cette relation intime entre ces deux approches.
Ainsi, nous pourrons fournir une vision qui soit une vision globale et particulièrement approfondie des enjeux contemporains et des conflits territoriaux, ainsi que la question en fait des nouvelles luttes pour l'accès aux ressources et les stratégies économiques mondiales abordées par l'ensemble des acteurs concernés. Alors, qu'est-ce que la géopolitique? Cette question pourrait paraître anodine, tant nous entendons parler aujourd'hui quotidiennement et presque partout de géopolitique, mais c'est une question éminemment légitime en ce sens où l'on est en droit de s'interroger si la géopolitique eh bien, est une discipline en tant que telle, ou bien est-ce qu'elle représente plutôt un champ d'études qui s'inscrirait soit dans les relations internationales ou dans la famille plus globale des sciences sociales. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que la géopolitique, elle peut se définir comme l'étude des relations de pouvoir sur des espaces et des territoires en tenant compte de leurs dimensions géographiques, économiques, culturelles et stratégiques. Plus spécifiquement, la géopolitique analyse comment les acteurs, qu'ils soient des États, des organisations internationales ou des acteurs non étatiques, eh bien, cherchent à contrôler ou à influencer ces espaces pour servir ceux qu'ils définissent comme étant leurs intérêts. Cette discipline repose sur l'idée que la géographie, qu'elle soit physique, c'est-à-dire les frontières, les ressources naturelles, ou humaines, comme les populations, les cultures, joue un rôle central dans la restauration ou la structuration des rivalités internationales. Popularisée par des penseurs comme Friedrich Ratzel, Alfred Mackinder ou Yves Lacoste, la géopolitique est devenue aujourd'hui incontournable pour comprendre les dynamiques de pouvoir dans un monde globalisé et qui nécessite de plus en plus une approche analytique globale. La géopolitique, telle qu'elle est définie par le géopoliticien français Yves Lacoste, eh bien, elle peut être présentée comme l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires et des populations qui y vivent, comme cela a été dit. Et nous pouvons comprendre que derrière cette définition, eh bien, Yves Lacoste nous propose en fait un cadre d'analyse qui permettent de comprendre la géopolitique comme étant, en quelque sorte, le lien d'interaction entre la géographie et les décisions politiques, ramenant la géopolitique à son origine première, qui est la géographie, et en l'amenant en fait sur le terrain des problématiques pensées par les sciences politiques et plus spécifiquement le cadre des relations internationales au sein de ces sciences politiques. Dès lors, on peut comprendre une approche géopolitique comme une approche permettant d'analyser comment les facteurs géographiques, économiques, culturels, mais également idéologiques, influencent ou peuvent influencer les stratégies des États et des autres acteurs impliqués dans les relations internationales. Alors, si la géopolitique peut être considérée comme une discipline relativement récente, elle tire néanmoins ses racines dans une pensée qui nous renvoie à la fois à l'Antiquité et à des géographies de pensée également très diverses. Ainsi, si l'on revient aux racines, eh bien, l'on peut parler d'Hérodote. Hérodote, souvent considéré comme le père de l'histoire, et c'est également le nom d'une revue de géopolitique très célèbre en France, eh bien, Hérodote explorait déjà les interactions entre les facteurs géographiques et les conflits dans ses récits sur notamment les guerres médiques dans la Grèce antique, entre les Grecs et les Perses, et il montrait justement comment la géographie pouvait façonner les ambitions et les stratégies des peuples. Pour sa part, Thucydide, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, allait lui encore plus loin en introduisant le concept fondamental du piège de Thucydide. Ce concept, très à la mode aujourd'hui dans les relations internationales et qui sert un petit peu de grille de lecture de l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, dans une situation où les États-Unis sont la première puissance
mondiale, première puissance stratégique, et la Chine comme étant en quelque sorte le dauphin qui cherche justement à prendre la place des États-Unis, et bien sur la base de ce modèle de Thucydide ou de piège de Thucydide, eh bien la montée d'une puissance émergente, à l'époque ce fut Athènes face à Sparte, eh bien a tendance à susciter la méfiance de la puissance dominante, créant ainsi une dynamique de confrontation presque inévitable. Ce mécanisme, théorisé dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, reste d'une actualité frappante, notamment dans l'analyse des tensions contemporaines, je l'ai dit, entre les États-Unis et la Chine, mais on peut la dupliquer également des rivalités anciennes tout au long de ces derniers siècles. Dans le monde arabe médiéval, le penseur Ibn Khaldoun, pour sa part, révolutionne l'analyse des dynamiques politiques avec sa fameuse théorie cyclique du pouvoir, qu'il a exposée dans son œuvre majeure intitulée Al-Muqaddimah. Selon lui, les États et les empires suivent en fait un cycle de naissance, de prospérité, puis finissent par décliner. Ce cycle de naissance, prospérité et déclin est pour lui fortement lié au rapport au territoire, à la société, à la culture. Pour lui, ce déclin est souvent lié à la corruption interne et à une perte de cohésion sociale. Sa vision, applicable aussi bien à l'Empire romain qu'aux empires coloniaux, demeure aujourd'hui pertinente pour comprendre les forces sous-jacentes aux transformations de grandes puissances, tout en offrant un regard non européocentré sur l'histoire des relations internationales. De la même manière, si l'on doit regarder vers l'Orient, l'on ne peut évidemment oublier l'incontournable Sun Tzu, qui est le père fondateur même du principe de la stratégie théorisée, qui bien avant Hérodote et Thucydide, au VIe siècle avant Jésus-Christ, posait les bases d'une réflexion stratégique particulièrement pertinente jusqu'à aujourd'hui dans son fameux ouvrage L'art de la guerre. Ce traité, qui transcende les simples questions militaires, insiste sur toute l'importance de connaître le terrain, et notamment le terrain de l'adversaire, et plus globalement invite à prendre connaissance du contexte global pour remporter une victoire sans même avoir à combattre. Sun Tzu prône des principes comme l'adaptabilité, la ruse, l'utilisation optimale des ressources, soit autant d'idées qui trouvent des échos dans les rivalités contemporaines, qu'elles soient militaires, économiques ou bien culturelles. Ces enseignements influencent aujourd'hui aussi bien les champs de la géopolitique que de la géoéconomie, en mettant en avant l'intelligence stratégique face aux confrontations directes. Sun Tzu, dont il faut rappeler qu'il est toujours enseigné à ce jour dans les plus grandes académies militaires et qu'il apporte avec sa vision de la stratégie bien, une manière de voir qui a véritablement révolutionné le rapport au territoire, le rapport à la guerre, bref, a posé quelque part depuis la Chine les fondements que l'on retrouve aujourd'hui dans l'analyse géopolitique et géoéconomique. Alors dans le monde francophone, et en France plus spécifiquement, longtemps la géopolitique a été en quelque sorte une discipline un peu oubliée ou mise un peu sur le côté, car elle renvoyait aux théories géopolitiques allemandes du début du XXe siècle, qui elles-mêmes ont nourri en partie certaines théories en faveur bien, de ce qu'on a appelé la recherche de l'espace vital à l'époque hitlérienne. Et en l'occurrence, il a existé longtemps une certaine méfiance à l'égard de la discipline qu'est la géopolitique. Cependant, à travers Yves Lacoste, eh bien, la discipline a connu une forme de renouveau en France, avec Yves Lacoste qui justement a permis bien, de redonner à la discipline une place importante, notamment dans la compréhension des conflits et des luttes d'influence. On peut citer notamment un ouvrage qui a fait date en 1976 à travers justement ce titre,
la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ici, Yves Lacoste a mis en lumière toute l'importance stratégique de la géographie dans les rivalités de pouvoir et il définit dans ce livre la géopolitique comme toute rivalité de pouvoir sur ou pour du territoire, une formule qu'il résume en fait, qui résume parfaitement l'essence de cette discipline, assimilée en quelque sorte à de la géographie politique, plus spécifiquement. Sa vision, donc la vision d'Yves Lacoste, a permis d'élargir le champ géopolitique bien au-delà du domaine militaire, traditionnellement associé à cette discipline. Elle y englobe aussi des enjeux politiques, économiques, culturels et environnementaux. Lacoste insiste notamment sur l'idée que le territoire, dans sa dimension physique, mais également sa dimension symbolique, est au cœur d'affrontements de pouvoir, qu'il s'agisse de conflits armés ou bien de lutte pour les ressources ou de compétition économique. En fondant sa fameuse revue, la revue Hérodote, Yves Lacoste a également joué un rôle majeur dans l'institutionnalisation de la géopolitique en France. Il a contribué à l'ancrer comme un outil analytique incontournable, notamment pour décrypter des phénomènes contemporains tels que la mondialisation, les migrations ou les tensions liées au changement climatique. Grâce à lui, la géopolitique est devenue une discipline pluridisciplinaire, mobilisant à la fois des approches relevant de la discipline historique, géographique, sociale, et tous ces éléments permettant justement de comprendre les transformations du monde dans une vision beaucoup plus ouverte. Parler de géopolitique, c'est évidemment parler de contrôle des territoires, mais c'est aussi évoquer un autre aspect du territoire, c'est plus spécifiquement la dimension symbolique qui l'accompagne à travers notamment la question des représentations, c'est-à-dire la façon dont le territoire est représenté par les acteurs ou la façon dont les acteurs se représentent eux-mêmes leur territoire et plus globalement le territoire. En fait, lorsqu'on s'intéresse aux cartes politiques, aux cartes géopolitiques, l'on se rend compte que ces cartes ne sont jamais tout à fait neutres. Elles reflètent de fait une vision du monde, une vision souvent subjective. Si nous regardons par exemple le cadre de la cartographie géopolitique, on voit que la manière dont on représente les zones d'influence et les rapports de puissance sur une carte influence la perception des relations internationales. Par exemple, si l'on prend le cadre des représentations géographiques classiques, sans entrer forcément dans le cadre géopolitique, la projection Mercator, par exemple, agrandit de fait les territoires qui sont situés près des pôles, accentuant par exemple l'importance de l'hémisphère nord, tandis que la projection plus fidèle aux réalités géographiques, la projection de Peters, par exemple, présente une vision beaucoup plus réelle, beaucoup plus fidèle aux proportions des territoires du Sud, mettant en avant notamment toute la superficie africaine telle qu'elle devrait être représentée, et nous renvoyant une image du monde tout à fait différente. Ce que l'on voit, c'est que chacune de ces projections véhicule avec elle des messages politiques et idéologiques implicites. Ainsi, il est intéressant de constater et de voir comment les États se représentent pour la plupart souvent comme des centres du monde. Ainsi, si la Chine se voit comme l'empire du milieu et que les États-Unis se considèrent comme le leader du monde libre, l'analyse des cartes politiques classiques, qui sont celles de la Chine ou des États-Unis, vont d'un côté positionner les États-Unis et le continent américain au centre, avec l'espace eurasiatique aux marges, tandis que si l'on prend une carte politique chinoise, par exemple, nous verrons la Chine au centre et au final l'Europe et le continent américain situés aux marges en fait de cette map monde. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de resituer les choses d'un point de vue extérieur. Et cette façon justement de percevoir le monde à travers la cartographie nous donne aussi des indications sur la façon dont les dirigeants de ces pays peuvent percevoir à la fois la géographie et la géopolitique. Car évidemment, lorsque par exemple, très souvent nous entendons
au sein des élites européennes que l'Europe et les États-Unis seraient, entre guillemets, membres d'une même grande famille. C'est faire fi de la réalité historique et faire fi de la réalité géographique, car lorsque l'on se situe du point de vue américain, eh bien, la partie océanique pacifique de la côte américaine est aussi importante que la partie atlantique, alors que du point de vue européen, eh bien, ces mêmes dirigeants pourront développer une certaine focalisation à l'égard de l'espace euro-atlantique, considérant que du point de vue américain, il y a une égale importance donnée à cet espace, ce qui n'est évidemment pas le cas. Pour sa part, la géoéconomie se distingue de la géopolitique par son approche évidemment centrée plutôt sur l'économie vue comme un levier essentiel de puissance et d'influence. Alors que la géopolitique privilégie l'analyse des dynamiques territoriales, des frontières, mais également des rivalités pour le contrôle de l'espace, la géoéconomique met de son côté en lumière les stratégies économiques utilisées par les États et les acteurs transnationaux pour façonner l'ordre mondial. Elle se concentre notamment sur l'exploitation des flux financiers, des investissements directs étrangers, les fameux IDE, le commerce international, mais aussi et également les questions liées aux sanctions économiques, au contrôle technologique stratégique pour consolider ou étendre une position de domination. En outre, la géoéconomie s'intéresse au contrôle des marchés globaux, à la maîtrise des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale et au développement d'infrastructures économiques majeures telles que les corridors commerciaux et les hubs logistiques qui constituent autant d'outils clés de projection de puissance. Par cette approche, elle illustre aussi une reconfiguration des rapports de force où l'économie, bien plus que le territoire, devient une arme géostratégique de premier plan. Alors parmi les concepts clés de la géoéconomie, il faut évidemment mettre en avant la notion de puissance économique. Dans le contexte géoéconomique, la puissance d'un État, la puissance d'un territoire se mesure par sa capacité à dominer les secteurs stratégiques. Les secteurs stratégiques comme l'énergie, la technologie, la finance. Par exemple, les États-Unis exercent une influence mondiale grâce à leur contrôle particulièrement fort sur les flux financiers internationaux, notamment via le dollar américain. Le rôle prédominant du dollar dans les transactions mondiales leur permet notamment d'imposer des sanctions financières en coupant l'accès aux marchés internationaux, ce qui constitue un levier de pression unique et exceptionnel sur les autres pays. Si l'on prend l'exemple de l'empire du milieu, la Chine, on voit comment la Chine arrive à exploiter de son côté sa puissance manufacturière. La Chine est en quelque sorte la grande usine du monde, avec plus de 30% de la production industrielle mondiale concentrée dans son économie. La Chine, grâce à sa puissance manufacturière et technologique, est en mesure en fait de s'étendre sur les marchés internationaux, notamment grâce à ses avancées dans des secteurs clés comme par exemple la 5G, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, où elle redessine en même temps que les États-Unis le paysage de la concurrence économique mondiale. En contrôlant notamment la production des chaînes d'approvisionnement sur les terres rares, elle les contrôle à près de 80%, elle exerce une influence directe sur l'accès aux technologies de pointe, modifiant ainsi les rapports de force internationaux. Parmi les grands enjeux auxquels s'intéresse la géoéconomie, il y a évidemment la question du contrôle des flux commerciaux et des chaînes d'approvisionnement. La géoéconomie met notamment en lumière toute la bataille qui existe autour du contrôle des routes commerciales, qui est devenue, surtout sur ces dernières décennies et plus spécifiquement ces dernières années, un enjeu central de souveraineté économique. La guerre économique, notamment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, illustre parfaitement cette dynamique où le contrôle des technologies stratégiques, comme les semi-conducteurs, joue un rôle clé. La politique américaine visant par ailleurs à bloquer
L'accès de Huawei ces dernières années aux composants électroniques avancés a constitué d'ailleurs un exemple concret de l'utilisation de mesures économiques pour freiner la montée en puissance d'un concurrent stratégique. Sur la chaîne d'approvisionnement, les conflits aussi sont nombreux. L'on peut évidemment penser à la pénurie mondiale de semi-conducteurs en 2021, qui nous a rappelé toute l'importance stratégique de la maîtrise de la production et de la distribution de ces composants technologiques. Mais l'on voit aussi comment ce phénomène a pu affecter très fortement des secteurs essentiels, périphériques, tels que l'automobile et télécommunications. Quand je dis périphériques, en ce sens où elles sont dépendantes également de ces composants par rapport bien, à certains éléments de fabrication de ces objets, eh bien, tout cela a mis en lumière le rôle clé de pays comme par exemple Taïwan, la Corée du Sud, qui sont des grands producteurs de ces semi-conducteurs. Ces acteurs géoéconomiques majeurs influencent les alliances et contribuent à alimenter indirectement les tensions régionales. Eh bien, tout cela illustre comment la domination des chaînes d'approvisionnement peut redessiner l'équilibre mondial. La mesure des IDE, les investissements directs étrangers, constitue également un instrument clé de la géoéconomie, un instrument qui permet notamment de comprendre comment les puissances tentent de renforcer leur influence dans d'autres régions. Ainsi, la Chine s'est distinguée durant cette dernière décennie à travers son initiative des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, un projet absolument colossal visant à investir dans les infrastructures de plus de 140 pays, en finançant notamment des ports, des chemins de fer, des routes et des zones industrielles. La Chine créant indirectement des dépendances économiques à travers des prêts et des accords commerciaux avec les pays concernés. Ainsi, si l'on reprend le projet de la BRI, des nouvelles routes de la soie, on voit comment l'objectif de la BRI va bien au-delà de l'extension des routes commerciales, ainsi en offrant des prêts et des investissements massifs, souvent assortis à des conditions avantageuses pour les deux parties, et la Chine évidemment, eh bien ce projet permet à Pékin d'établir une influence politique sur les pays bénéficiaires. Plusieurs pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est, mais également d'Amérique du Sud, consolident ainsi le pouvoir géoéconomique chinois. Cependant, la dépendance aux infrastructures financées par la Chine limite également la marge de manœuvre des pays bénéficiaires, créant de fait un réseau de relations de pouvoir parfois asymétriques. La question des sanctions économiques est devenue un champ important de l'analyse géoéconomique. Alors, pour rappel, les dites sanctions sont utilisées par un certain nombre d'acteurs internationaux pour contraindre d'autres acteurs et ainsi modifier leur comportement. Les États-Unis, surtout, et l'Union européenne à un moindre degré, s'appuient et continuent de s'appuyer sur ce type de mesures pour exercer une pression politique sur d'autres États. L'on peut prendre par exemple l'exemple significatif qui a été celui de l'imposition de sanctions à la Russie, on parle de 12 à 13 000 sanctions, suite à l'annexion de la Crimée en 2014, puis le début du conflit avec l'Ukraine en 2022. Ces sanctions ciblent des secteurs stratégiques, généralement l'énergie, mais aussi le monde financier, avec pour but et objectif d'affaiblir l'économie de l'État visé afin de forcer à modifier ses politiques. Il faut rappeler que des sanctions sont imposées contre Cuba, par exemple, depuis 1962, il y a plus de 50 ans, et pour autant, l'on peut réfléchir sur la viabilité de ce type de sanctions, en ce sens où, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours le même type de leadership à la tête de l'île, avec une succession quasi monarchique, ce qui nous amène quand même à nous interroger sur l'efficacité de ces mesures. Alors, s'il fallait citer une grande figure intellectuelle de la géoéconomie, bien, nous serions évidemment invités à parler d'Edward Luttwak,
Edward Luttwak qui a développé en fait le concept même de géoéconomique dans les années 1990 en partant du constat que les conflits militaires traditionnels bien, laissaient progressivement place à plutôt des conflits marqués par des rivalités économiques. Bref, la guerre économique remplaçant les guerres directes traditionnelles. Dans son ouvrage influent From Geopolitics to Geoeconomics, Logic of Conflict, Grammar of Commerce, eh bien, il souligne que les États mobilisent de plus en plus des outils économiques pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Ces outils incluent notamment des sanctions économiques, les guerres commerciales et les manipulations de monnaie qui deviennent des armes de choix dans un monde où la puissance serait définie en termes économiques plutôt que militaires. L'Outwalk met ainsi en évidence un changement profond dans les dynamiques internationales où le commerce et les flux financiers remplacent les armées comme leviers principaux de confrontation. Alors pour compléter l'analyse de L'Outwalk sur eh bien, la guerre économique, ce qu'il faut regarder, c'est que pour lui, la géoéconomie repose sur l'utilisation d'instruments économiques comme des armes, comme dans les conflits d'influence. Ce qui marque en fait un tournant dans la stratégie de puissance des États. Ainsi, la manipulation des taux de change, les sanctions commerciales, le contrôle des brevets technologiques, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, eh bien, figurent comme tout autant d'outils utilisés pour affaiblir l'adversaire ou bien consolider sa propre position sur la scène internationale. Ces mécanismes permettent aux États de substituer les affrontements militaires par des rivalités économiques tout en projetant leur puissance sans recours direct à la force armée, redéfinissant ainsi les règles du jeu géostratégique. Et c'est ainsi comment eh bien, l'on perçoit le fait que la guerre économique est entrée dans le champ conflictuel avec beaucoup plus de pertinence durant ces 2 dernières décennies que dans les temps passés. De la même manière, les corridors géoéconomiques eh bien, jouent un rôle central dans les stratégies géoéconomiques en facilitant notamment la sécurisation des approvisionnements et l'expansion commerciale. Nous avons parlé de la Belt and Road Initiative, portée par la Chine, qui est en la matière un exemple absolument emblématique. La création de nouvelles routes commerciales et terrestres vise notamment à sécuriser l'approvisionnement en matières premières tout en ouvrant de nouveaux marchés stratégiques. Un cas significatif est le cas du corridor économique Chine-Pakistan, qui inclut des investissements massifs dans le port de Gwadar, ce qui permet en fait à la Chine eh bien, de bénéficier d'un accès stratégique à l'océan Indien, ce corridor permettant à Pékin de contourner les routes maritimes traditionnelles contrôlées par les puissances occidentales. On pense évidemment au détroit de Malacca, parler de celui-là en particulier, ce qui permet à la Chine de renforcer d'un certain point de vue son autonomie stratégique et son influence géoéconomique. Il faut rappeler aussi que d'autres corridors sont aujourd'hui à la croisée des chemins et se veulent un petit peu comme les concurrents de la Belt and Road Initiative. On peut penser notamment au corridor IME, Inde, Moyen-Orient, Europe, qui vise à créer en fait eh bien, un nouvel espace d'échange privilégié à travers la construction de réseaux de transport, de liaisons maritimes et d'infrastructures sur justement un itinéraire qui permette de relier ces 3 grands ensembles géographiques. Nous sommes vraiment aujourd'hui à l'orée de basculements géopolitiques, géoéconomiques très importants. Ainsi, après avoir présenté dans le fond ce qu'était la discipline de la géopolitique, celle de la géoéconomie, eh bien, il faut s'interroger sur la relation qui peut exister entre géopolitique et géoéconomie. Une relation qui est évidente, mais dont il faut quand même, mais néanmoins, préciser les contours. Cela pour dire que la géopolitique et la géoéconomique
géoéconomie, pardon, sont intrinsèquement liées, en ce sens, bien qu'elles aient bien des éléments distincts, bien, il faut dire que la géopolitique s'intéresse à la fois aux rivalités de pouvoir et au contrôle des territoires, alors que la géoéconomie met l'accent plutôt sur l'influence exercée par les moyens économiques, hein, tels que les IDE, comme nous l'avons vu, le commerce international, le contrôle des ressources stratégiques, etc. Cependant, dans le contexte mondial actuel, un contexte qui est particulièrement marqué par le poids de l'économie, eh bien, la frontière entre ces deux disciplines devient de plus en plus floue, car les États utilisent de façon croissante des outils économiques pour atteindre leurs objectifs géopolitiques. Ainsi, les sanctions commerciales, les investissements dans les infrastructures, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement illustrent parfaitement comment eh bien, les leviers économiques servent directement les ambitions géopolitiques, redéfinissant de fait les dynamiques de pouvoir global. Et en la matière, les ressources naturelles occupent une place centrale également à l'intersection de la géopolitique et de la géoéconomie, et nous parlons évidemment en matière d'analyse. Ainsi, les ressources naturelles constituent autant de leviers stratégiques d'influence sur la scène internationale. Les États riches en pétrole, gaz, minerais stratégiques ou terres rares, disposant pour leur part d'un poids considérable parfois dans les rapports de force globaux. La Russie, par exemple, hein, illustre parfaitement cette dynamique, du moins durant les années qui ont précédé la guerre en Ukraine, où elle a pu utiliser ces vastes ressources en gaz naturel comme un levier d'influence sur l'Europe, en contrôlant notamment l'approvisionnement énergétique et les prix. De même, la Chine, grâce à son quasi-monopole sur la production de terres rares dont il faut rappeler qu'elles sont indispensables à l'industrie technologique de pointe, eh bien, la Chine se positionne de fait comme un acteur incontournable dans le jeu géoéconomique global. Et en la matière, il est assez intéressant de constater qu'aujourd'hui, la Chine contrôle 80% de la chaîne des valeurs qui entoure eh bien, la question des terres rares et des métaux stratégiques. Cet élément est très important puisqu'à l'heure où l'Europe est en train de se convertir massivement à l'électromobilité et prévoit notamment pour 2035 l'abandon de la production des voitures dites thermiques pour mettre en avant la voiture électrique, eh bien, la Chine se positionne déjà comme un leader industriel en la matière et voit évidemment le marché européen comme un débouché tout naturel à son industrie automobile électrique, naissante et déjà très puissante. Les Européens, pour leur part, voudraient mettre en avant un certain nombre de barrages tarifaires pour empêcher que leur industrie automobile électrique, encore balbutiante, eh bien, ne soit submergée par l'offre chinoise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au moment où l'Europe voudrait mettre en place notamment des taxes allant en ce sens, les Chinois ont laissé sous-entendre que si les Européens prenaient ce genre de mesures, eh bien, la Chine serait en légitimité de faire de même avec ce qui constitue les composants de ces fameuses voitures électriques, et nous nous retrouvons dans une position en fait d'arroseur arrosé. Et tout cela vient rappeler combien le contrôle des matières premières, le contrôle des ressources stratégiques, eh bien, peut constituer un levier très important en matière géoéconomique. Alors, fallait revenir à notre fameuse BRI, la Belt and Road Initiative, qui ouvre de nouveaux marchés pour les entreprises chinoises et crée des interdépendances commerciales, ce qu'il faut voir, c'est que les prêts et les investissements accordés par la Chine aux pays partenaires eh bien, sont souvent assortis de conditions qui permettent de favoriser l'utilisation de technologies et de services liés aux entreprises chinoises, ce qui renforce de fait l'influence économique et l'influence stratégique, hein, plus globalement, de Pékin. Nous avons affaire ici à un véritable levier d'influence d'importance capitale, et Luttwak, pour revenir vers lui, souligne avec beaucoup d'importance eh bien, que les corridors économiques créés par de telles initiatives
comme ces routes commerciales dont nous avons parlé et ces infrastructures portuaires renforcent à la fois le poids économique et politique de l'investisseur. Et bien que ces investissements ne soient pas toujours motivés par une volonté d'endetter les pays bénéficiaires, comme le mettent en avant avec un petit peu de mauvaise foi les médias mainstream occidentaux, ils peuvent néanmoins conduire à des situations complexes où les pays endettés peuvent en effet voir leur souveraineté réduite, et il faudra en dire quelques mots. Alors, parmi les aspects controversés liés à la Belt Road Initiative, il y a bien entendu la question du risque d'endettement des pays bénéficiaires, dont nous avons fait allusion. Les prêts étant parfois octroyés par la Chine dans des conditions financières favorables peuvent entraîner des difficultés de remboursement pour certains pays. Cette situation, souvent qualifiée de diplomatie de la dette, ne résulte pas dans les faits d'une intention délibérée de la Chine d'endetter ce pays, mais plutôt d'une politique de prêt relativement ouverte, certains diront laxiste, pour appuyer en réalité les ambitions géostratégiques de la Chine. L'objectif premier de Pékin étant ici de favoriser les échanges et le développement des infrastructures afin d'offrir de nouveaux débouchés à l'industrie chinoise. Cependant, les conséquences pour certains pays, comme le Sri Lanka, se traduisent parfois par des concessions stratégiques forcées, à défaut de pouvoir rembourser la dette engagée. On peut citer par exemple le contrôle du port de Hambantota pour 99 ans au profit de la Chine, ce qui soulève bien entendu des préoccupations quant à la souveraineté et à l'autonomie de décision des États bénéficiaires. De même, alors que certains pays y voient une opportunité de moderniser leurs infrastructures et d'accélérer leur développement économique, d'autres s'inquiètent bien de la montée en puissance de l'influence chinoise. On pense évidemment aux États-Unis qui s'inquiètent de la montée en puissance de la Chine, l'Union européenne également, qui tous deux considèrent d'un certain point de vue ce projet de Belt and Road Initiative comme une sorte de défi à l'ordre mondial actuel, dominé par le monde occidental, ou du moins euh, en prenant en considération les dernières décennies. Ainsi, Européens, Américains et plus spécifiquement occidentaux ont lancé un certain nombre d'initiatives alternatives, comme le partenariat pour des infrastructures de qualité avec le Japon, le Global Gateway aussi, au sein de l'Union européenne, pour promouvoir des investissements concurrents aux nouvelles routes de la soie, et évidemment ce fameux corridor IME, Inde, Moyen-Orient, Europe, cherchant à contrebalancer un petit peu cette influence chinoise croissante. Alors toute cette dynamique, elle illustre également comment la géoéconomie, combinée à des stratégies géopolitiques, redéfinit les rapports de force dans le monde et montre que les initiatives économiques ne sont jamais tout à fait neutres. Elles sont le reflet des ambitions et des orientations stratégiques des grandes puissances et elles l'expriment de façon fondamentale à travers toutes ces manœuvres. Alors, en guise de conclusion de ce premier cours, de cette première séquence d'introduction à la géopolitique et à la géoéconomie, ce qu'il peut ressortir, c'est tout simplement dire que cet échange, ce cours, a mis en lumière en fait toute l'importance et le besoin de comprendre la géopolitique et la géoéconomie pour mieux appréhender les relations internationales. Ainsi, la géoéconomie, mise en avant par Edward Luttwak, démontre comment les États privilégient de plus en plus les outils économiques pour renforcer leur influence globale. La transition vers une grammaire du commerce, pour reprendre son expression, montre que le contrôle des marchés, des technologies et des flux financiers est devenu aussi crucial que la conquête des territoires. En s'appuyant sur des exemples concrets tels que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la guerre économique aussi qui est menée contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, nous voyons comment la domination des chaînes d'approvisionnement et où les projets de grands corridors, comme les nouvelles routes de la soie, inscrivent la géoéconomie au cœur des stratégies de pouvoir des États.
Cette analyse intégrée nous permet en fait de mieux comprendre les enjeux contemporains et les dynamiques de l'influence mondiale et nous rappelle combien économie, politique sont intrinsèquement liées. Et pour répondre à notre question de départ sur ce qui pouvait différencier en fait géoéconomie et géopolitique, l'on voit comment autour d'un rapport au pouvoir, d'un rapport au contrôle de l'espace, au contrôle territorial, eh bien, le levier économique pouvait tout simplement servir les ambitions géopolitiques, et ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, plus qu'auparavant, plus que ces dernières années, géopolitique et géoéconomie sont d'une certaine façon les deux éléments d'une même et seule pièce.